Dans un pays en guerre que beaucoup disaient à genoux, 1000 bus flambant neufs sillonnent désormais chaque jour Ouagadougou. Payés comptant, sans FMI ni banques étrangères, ils font mentir tous les scénarios écrits pour ce petit État sahélien. Pour les habitants, voir Ibrahim Traoré revendiquer un réseau financé par l'or et le coton change la question centrale. La dette est-elle vraiment le passage obligé du développement africain ? Et si ce pari burkinabé, fragile mais réel, annonçait un autre avenir possible pour le continent ? Pour beaucoup, c'est un choc autant qu'un signal. Si le Burkina Faso attire aujourd'hui l'attention du continent, ce n'est pas seulement parce qu'un millier de bus circulent enfin dans la capitale, c'est parce que ce projet prouve qu'un pays en crise peut financer seul une transformation majeure. L'enjeu pour le spectateur est simple. Comprendre comment un modèle sans dette, fondé sur les seules ressources internes, peut ouvrir une brèche dans l'idée que le développement africain dépend fatalement des créanciers internationaux. Derrière les bus, c'est une méthode, presque une démonstration grandeur nature. Dans les rues d'Ouagadougou, chaque trajet plus rapide rappelle que ce système n'est pas théorique. Pourtant, la viabilité réelle d'un modèle aussi autonome reste une interrogation stratégique qui dépasse largement le Burkina Faso. Si un pays en guerre peut réinvestir l'or et le coton pour bâtir une infrastructure aussi visible, qu'est-ce qui empêcherait d'autres nations de tenter la même rupture ? La promesse est immense, mais les risques économiques, politiques et sociaux le sont tout autant. C'est cette tension entre inspiration et incertitude qui définit les enjeux des prochains chapitres. La première révélation est brutale. Alors que l'économie burkinabé vacillait, plus de 1 million de dollars ont été mobilisés sans qu'un seul prêt extérieur ne soit contracté. La seconde l'est tout autant. En moins d'un an, 1000 bus ont été assemblés, peints et mis en circulation à Ouagadougou, là où beaucoup n'en prévoyaient qu'une centaine au mieux. Ces deux données suffisent à refermer la question ouverte plus tôt. Oui, un pays en guerre peut financer seul un projet massif si la décision politique est suffisamment ferme, ce qu'Ibrahim Traoré a assumé frontalement. Mais pour comprendre comment un tel bouleversement a pu se produire, il faut revenir aux conditions qui entouraient ce pari. Le Burkina Faso affrontait alors une pression simultanée. Terrorisme persistant, inflation croissante, isolement diplomatique, infrastructures vétustes et un appareil productif affaibli. La normalité aurait voulu que le pays se tourne vers le FMI, la Banque mondiale ou des puissances étrangères prêtes à offrir crédit contre influence. Pourtant, le gouvernement a choisi l'option inverse. Réinvestir directement l'or et le coton, ces deux ressources les plus stables, afin de contourner la dette et la dépendance structurelle. Ce renversement n'a pas été improvisé. Les fonds ont été centralisés, audités publiquement et injectés dans un calendrier strict permettant d'activer rapidement des ateliers locaux jusque-là sous-utilisés. Des milliers de jeunes sans emploi ont suivi des formations accélérées pour assembler les bus, tandis que des mécaniciens expérimentés ont été mobilisés pour structurer la maintenance. Cette dynamique a créé un effet d'entraînement inattendu. Des quartiers isolés ont soudain vu renaître des zones industrielles et l'économie locale s'est remise en mouvement, parfois à petite échelle, mais avec une régularité nouvelle. Ainsi, bien avant son impact sociétal, le projet a d'abord été un test grandeur nature de souveraineté économique. Et c'est précisément ce cadre tendu mais discipliné qui permet de mesurer ce qui s'est réellement joué derrière les chiffres. Au cœur de cette transformation, deux figures techniques émergent. Les ingénieurs locaux chargés d'adapter les plans des véhicules aux réalités burkinabées et les responsables d'ateliers qui ont coordonné la montée en cadence des chaînes d'assemblage. Le premier groupe a dû repenser des éléments essentiels: ventilation, châssis, consommation, résistance aux routes dégradées, afin que les bus puissent fonctionner sans dépendre d'un service après-vente étranger. Le second a orchestré une organisation quotidienne presque militaire pour maintenir le rythme, former les nouveaux ouvriers et garantir une qualité constante. Les premiers signes de changement sont apparus avant même que la flotte ne soit totalement déployée. Dans les ateliers réhabilités, des jeunes qui n'avaient jamais approché une clé dynamométrique ont acquis en quelques semaines une compétence exploitable, créant une main-d'œuvre technique
que le pays ne possédait pas auparavant. Certains districts périphériques, longtemps laissés de côté par les investissements nationaux, ont vu l'activité reprendre grâce aux besoins logistiques, au transport d'équipements et aux micro-entreprises qui se sont greffées au chantier. Sur le terrain, les essais préliminaires des premiers bus ont immédiatement modifié la perception des habitants. Les trajets pilotes, organisés sur quelques lignes seulement, ont réduit les temps de déplacement de manière suffisamment visible pour attirer des foules curieuses. Des commerçants ont commencé à ajuster leurs horaires, des écoles ont constaté une ponctualité accrue et des quartiers autrefois isolés ont renoué avec le centre-ville par un flux régulier de passagers. Ces effets initiaux ont montré que le projet dépassait largement la dimension mécanique. Il révélait une dynamique nouvelle. Lorsqu'un dispositif infrastructurel fonctionne réellement, il réécrit rapidement le quotidien. Cette première preuve concrète annonce l'ampleur des chapitres suivants. Avant le lancement officiel, la situation semblait figée. Réseau vétuste, fils interminables, quartiers entiers coupés du centre et un climat de guerre qui absorbait presque toute l'énergie de l'État. Après la décision politique, tout a basculé en quelques semaines. Le choix assumé d'Ibrahim Traoré d'utiliser directement l'or et le coton comme moteur financier a déclenché une série d'actions rapides qui ont structuré tout le programme. Ce passage du statu quo à l'exécution a constitué la première rupture visible. La phase d'activation a démarré par un audit interne des flux disponibles et par le regroupement des ateliers éparpillés autour de Ouagadougou. Des hangars abandonnés ont été remis aux normes, des équipes mixtes, ingénieurs, artisans, techniciens ont été constitués et un calendrier serré a été imposé. Chaque semaine devait voir sortir un nombre croissant de véhicules. Les fournisseurs locaux ont été mobilisés pour produire des pièces simples mais essentielles afin de limiter les importations. Cette montée en tension logistique a permis d'établir une base solide avant l'arrivée des premiers modules d'assemblage. Une fois ces infrastructures alignées, la cadence s'est accélérée. Les caisses de bus sont arrivées par lot et les équipes ont travaillé en rotation presque continue. Des groupes spécialisés ont pris en charge la soudure des structures secondaires, d'autres se sont concentrés sur la peinture et d'autres encore ont assemblé les systèmes électriques. Les lignes de production, ajustées semaine après semaine, ont gagné en fluidité. Cette dynamique a produit un effet inattendu. Plus les équipes devenaient efficaces, plus elles réclamaient de responsabilité, créant ainsi un mécanisme d'auto-renforcement. Au même moment, le réseau routier urbain recevait des améliorations ciblées. Certaines artères ont été recalibrées pour supporter la fréquence des bus, des arrêts provisoires ont été installés et un système de rotation a été testé pour garantir un flux constant. Les premiers essais de circulation ont immédiatement révélé les zones problématiques. Ralentissements, virages trop serrés, pavés instables qui ont été corrigés en temps réel. Cette phase d'ajustement successif a permis d'éviter des dysfonctionnements majeurs lors du lancement officiel. La mise en service des 50 premiers bus a constitué le point de bascule. Les lignes expérimentales ont attiré des milliers d'usagers en quelques jours, révélant un appétit énorme pour une mobilité fiable. Les chauffeurs formés localement ont rapidement maîtrisé les véhicules, tandis que les équipes de maintenance ont mis en place un protocole strict basé sur des inspections quotidiennes. Les retours, recueillis directement auprès des passagers, ont servi à affiner les itinéraires et à rééquilibrer les horaires. Chaque ajustement renforçait la crédibilité du dispositif. Puis est venue la phase de déploiement massif. Une centaine de bus ont été ajoutés chaque mois, étendant progressivement la couverture du réseau. Les quartiers périphériques ont été intégrés, les gares de correspondance ont gagné en importance et la densité du trafic s'est réorganisée autour de ces nouveaux axes. Les effets se sont propagés. Les marchés ont vu affluer plus de clients, des hôpitaux autrefois difficiles d'accès sont devenus atteignables en moins de temps. Et les écoles ont signalé un taux de présence accru. L'ensemble de cette séquence révèle un enchaînement clair, décisions politiques, activation logistique, montée en cadence, test terrain, extension progressive. Chaque étape a entraîné la suivante, créant un continuum d'action où le progrès n'était jamais spectaculaire mais toujours cumulatif. Ce mécanisme, patiemment construit, explique pourquoi le projet a tenu malgré la guerre, l'incertitude et les contraintes financières. Au départ, le pays ne disposait que d'un transport urbain fragmenté, lent et saturé.
Aujourd'hui, la mise en circulation de 1000 bus représente un saut structurel sans équivalent récent dans la région. Ce volume, inédit pour un État en guerre, a servi d'ancrage concret au discours de souveraineté défendu par Ibrahim Traoré. Pour comprendre l'ampleur réelle de cette transformation, il faut examiner 3 groupes de données devenus déterminants pour mesurer la solidité du modèle. Le premier chiffre, plus de 80 millions de dollars d'investissement interne, constitue la clé de voûte du projet. Il prouve que l'or et le coton, longtemps sous-exploités, peuvent financer une infrastructure lourde sans passer par les prêts extérieurs. Cette somme reflète un effort budgétaire inhabituel pour un pays confronté à des dépenses sécuritaires croissantes. Le choix de l'affecter intégralement à un projet de mobilité montre une hiérarchisation assumée. Une capitale qui circule mieux peut mieux travailler, mieux étudier et mieux redistribuer l'activité économique. Ici, la logique est simple. Un investissement massif dans un secteur visible crée une confiance rapide, indispensable pour stabiliser un État sous pression. Le deuxième chiffre, plus de 10 000 emplois directs et indirects, révèle un effet social immédiat. Il ne s'agit pas seulement d'emplois temporaires, une grande partie concerne des compétences techniques nouvelles acquises dans les ateliers d'assemblage et de maintenance. Cette montée en qualification a élargi la base industrielle du pays, créant un vivier de travailleurs capables de soutenir de futurs projets d'envergure nationale. Chaque poste créé a produit un impact secondaire mesurable, hausse de la consommation locale et regain d'activité dans les services périphériques. Cette mécanique a consolidé la crédibilité d'un financement 100% interne. Le troisième chiffre, réduction d'environ 30% du temps de trajet moyen, montre comment une infrastructure peut remodeler le quotidien avec une rapidité surprenante. Cette diminution résulte de la fréquence accrue des bus, de la fiabilité des horaires et d'une couverture territoriale plus cohérente. Une telle amélioration n'est pas seulement logistique. Elle redéfinit l'accès au travail, à la santé et à l'éducation. Lorsque les déplacements deviennent prévisibles, l'économie locale gagne en fluidité et la population retrouve du temps utile. Ce gain quotidien renforce la perception d'un État efficace, même dans un contexte conflictuel. Ces 3 blocs chiffrés permettent de comprendre pourquoi le modèle burkinabé a attiré autant d'attention internationale. Ils démontrent que la valeur du projet ne tient pas seulement à la flotte elle-même, mais à l'effet d'entraînement qu'elle a déclenché. Les chiffres jouent ici un rôle stratégique. Ils montrent qu'un investissement local massif peut créer un cercle économique vertueux tant que la discipline budgétaire reste maintenue. Et c'est précisément cette articulation ressources nationales, exécution interne, impact mesurable qui fait du cas burkinabé un précédent singulier dans un contexte africain souvent dominé par la dette. 2 objections majeures reviennent parmi les analystes les plus sceptiques. La première soutient qu'un modèle fondé uniquement sur les ressources internes serait trop fragile pour survivre à la volatilité des prix mondiaux de l'or et du coton. Selon cette critique, la moindre chute des cours pourrait réduire brutalement la capacité du pays à financer l'entretien du réseau ou à renouveler sa flotte. La seconde objection insiste sur la dimension politique. Un État en guerre, soumis à une tension sécuritaire permanente, manquerait de stabilité pour maintenir dans la durée un système entièrement financé par lui-même. Les 2 arguments présentent une cohérence théorique solide et méritent d'être examinés sérieusement. Pour comprendre la réponse burkinabé, il faut revenir aux mesures adoptées dès la mise en place du projet. La gestion financière a été strictement auditée, chaque transaction publiée, et les bénéfices réinvestis pour lisser les variations de revenus provenant des matières premières. Cette transparence, rare dans la région, a réduit la marge d'erreur et permis de produire un excédent opérationnel utilisé pour la maintenance. De plus, l'activité générée par les plus de 10 000 emplois directs et indirects a créé une base fiscale élargie, stabilisant en partie les recettes internes et compensant les fluctuations extérieures. Quant à l'argument politique, il rencontre un obstacle empirique. Malgré la guerre, les lignes d'assemblage ont été maintenues, les bus sont sortis régulièrement et la flotte a été déployée sans qu'aucune institution internationale ne serve de garant. Le fonctionnement continu du réseau, même dans ce contexte, constitue une preuve pratique difficile à ignorer. Dans plusieurs discours, Ibrahim Traoré a d'ailleurs expliqué que l'objectif
n'était pas d'éliminer les risques, mais de prouver qu'un État africain peut exécuter un projet majeur, même sous pression extrême. Les résultats obtenus montrent que la stabilité peut naître d'une infrastructure bien gérée, et non l'inverse. Ainsi, les deux objections conservent leur pertinence théorique, mais les faits observés montrent qu'un financement interne discipliné, adossé à un impact social mesurable, peut neutraliser une partie des risques évoqués. Tout bascule ici. La révélation centrale du projet apparaît, lorsque l'on observe ce qui s'est produit à mi-parcours. La flotte n'était pas encore complète, mais les indicateurs sociaux et économiques avaient déjà commencé à changer de direction. Ce renversement inattendu a surpris même certains partisans du modèle. Les lignes pilotes, initialement destinées à tester la fiabilité des bus, ont rapidement déclenché une dynamique nouvelle. Hausse de fréquentation des marchés, régularité accrue dans les écoles et réorganisation spontanée des horaires de travail dans plusieurs secteurs. À ce moment précis, un fait devient clair. L'impact d'un projet ne dépend pas uniquement de son achèvement, mais de la vitesse à laquelle il restructure les comportements. C'est dans cette phase intermédiaire que les choix stratégiques présentés plus tôt prennent tout leur sens. La décision d'Ibrahim Traoré de financer intégralement le réseau avec les ressources internes n'a pas seulement produit une flotte, elle a généré une forme de confiance collective, perceptible dans la manière dont les habitants se sont appropriés les nouvelles lignes. Ce midpoint révèle donc l'essentiel. Même avant d'être complet, un système cohérent peut modifier un pays de l'intérieur. Les conséquences du projet deviennent réellement lisibles lorsqu'on les examine à travers 4 catégories d'acteurs dont les comportements ont évolué à des rythmes différents. Cette décomposition permet d'observer comment une infrastructure apparemment simple, 1000 bus financés localement, peut réorganiser un pays, parfois silencieusement, parfois brutalement. Et c'est précisément à ce stade que les choix initiaux d'Ibrahim Traoré prennent un relief particulier. Pour l'administration, l'effet le plus immédiat a été la réallocation des capacités organisationnelles. Là où les ressources étaient auparavant concentrées sur la gestion de crise, le fonctionnement fluide du réseau a permis de dégager du temps institutionnel. Les ministères ont observé une chute des retards dans les services essentiels, notamment dans les inspections de terrain et les missions interurbaines. L'État a également constaté une hausse de la demande de statistiques fiables, mesurer les flux de passagers, anticiper les besoins d'entretien, planifier l'extension des lignes. Cette exigence de données a obligé les services publics à améliorer leurs outils de suivi, créant un standard administratif plus strict que celui qui prévalait auparavant. Les entreprises ont été les premières à mesurer l'impact économique direct. La baisse moyenne de 30% des temps de trajet a rendu les chaînes d'approvisionnement plus régulières, ce qui a réduit les coûts d'attente et augmenté la productivité. Plusieurs PME, jusque-là limitées par l'irrégularité des transports, ont étendu leurs horaires ou ouvert de nouveaux points de distribution. Les commerçants des marchés centraux ont signalé une hausse de fréquentation, particulièrement en fin d'après-midi, période autrefois pénalisée par l'imprévisibilité du retour à domicile. Ce regain d'activité a généré un effet domino, davantage de rotation logistique, plus de demandes pour des petits services de maintenance et une circulation de liquidités plus stable dans la capitale. Le changement le plus visible se lit dans la vie quotidienne. Les étudiants arrivent plus régulièrement en cours, les visites médicales sont plus faciles à planifier et les travailleurs des quartiers périphériques ne subissent plus l'incertitude des anciens minibus vétustes. Les familles ont réorganisé leurs emplois du temps, les départs se font plus tard, les retours plus tôt et les dépenses liées au transport diminuent nettement grâce à la tarification uniforme. Cette nouvelle prévisibilité a créé un phénomène inattendu, un sentiment accru de sécurité. Lorsque les bus passent à heure fixe, les rues sont davantage occupées, ce qui réduit certaines zones d'ombre qui favorisaient l'insécurité. Dans l'environnement régional, le cas burkinabé attire l'attention. Plusieurs capitales sahéliennes observent l'expérience avec prudence mais intérêt. La souveraineté budgétaire affichée, la discipline de gestion et l'impact social rapide créent un contraste marqué avec les modèles fondés sur la dette extérieure. Des délégations ont demandé à visiter les ateliers d'assemblage pour comprendre les protocoles appliqués. Cette visibilité nouvelle reconfigure l'image du pays, longtemps réduit à la guerre et à l'instabilité.
En somme, ces effets croisés montrent qu'un projet technique peut devenir un moteur de transformation structurelle lorsque son architecture repose sur un financement maîtrisé et une appropriation collective. Les 12 prochains mois constituent la phase la plus sensible du modèle, car ses performances ne dépendront plus seulement du déploiement initial, mais de sa capacité à se stabiliser et à évoluer dans un environnement encore incertain. 3 trajectoires distinctes se dessinent, chacune portée par des mécanismes déjà visibles, mais susceptibles de basculer selon les décisions politiques, l'état de la sécurité et les fluctuations du marché. Dans cette hypothèse, la qualité du service continue de s'améliorer grâce à une maintenance régulière, et les recettes générées par la fréquentation soutiennent l'entretien de la flotte. Les ateliers forment une deuxième cohorte de techniciens, ce qui augmente la capacité interne. Une extension vers 2 villes secondaires est lancée par étapes en privilégiant les axes à forte densité. La crédibilité internationale du modèle augmente, renforçant l'image d'un pays capable de financer seul un service public majeur. Les choix initiaux portés par Ibrahim Traoré trouvent alors une validation à la fois interne et externe. Le réseau devient un symbole d'autonomie maîtrisée. Le réseau fonctionne correctement, mais doit composer avec des contraintes structurelles. Les pièces d'usure nécessitent un réassort plus fréquent que prévu, ce qui rallonge certains délais de maintenance. Les recettes permettent de maintenir la flotte, mais pas de financer une extension. Les équipes locales se stabilisent, les processus se structurent et l'État se concentre sur l'optimisation des lignes existantes plutôt que sur leur multiplication. Les variations des prix de l'or ou du coton créent des tensions ponctuelles, mais l'équilibre général tient grâce à une gestion budgétaire stricte. Le modèle reste crédible, même si sa portée demeure essentiellement nationale. Une baisse des prix des matières premières ou une recrudescence des attaques pourrait grignoter les marges budgétaires. La maintenance se complique, certains bus restent immobilisés plus longtemps et les fréquences diminuent. Les utilisateurs reviennent partiellement vers des solutions informelles. Le risque principal n'est pas l'effondrement total du réseau, mais son affaiblissement progressif. Dans ce cas, le gouvernement devrait arbitrer entre préserver le système ou réorienter les ressources vers l'urgence sécuritaire. Quelle que soit la trajectoire, la question essentielle reste identique. Comment maintenir la discipline financière et opérationnelle qui a permis la réussite initiale, sans basculer dans la dépendance extérieure ni surcharger les ressources internes? Répondre à cette question déterminera la nature réelle de la souveraineté recherchée. Pour saisir pleinement ce que représente ce projet, il faut l'observer non pas depuis les chiffres ou les décisions politiques, mais depuis ce que vivent 3 cercles d'acteurs souvent silencieux. Les jeunes en formation, les familles des quartiers périphériques et les travailleurs urbains soumis à un rythme quotidien exigeant. Chacun d'eux perçoit la transformation de manière différente, mais tous partagent une même bascule, la sensation que quelque chose de durable a réellement commencé. Pour cette génération qui cherche à se stabiliser, les ateliers d'assemblage ne sont pas simplement des lieux de production. Ils deviennent des espaces où l'on acquiert une identité technique, où l'on découvre des métiers jusque-là inexistants dans la capitale. La formation accélérée, intégrée au projet dès les premières semaines, ouvre une voie concrète à ceux qui envisageaient l'exode. Le sentiment d'utilité locale crée une fidélité nouvelle à l'économie nationale. Dans les quartiers éloignés du centre, la transformation se lie dans le quotidien le plus simple, les départs sont plus tardifs, les retours plus sûrs et les imprévus moins nombreux. Là où l'incertitude était la norme, la régularité devient un repère. Pour beaucoup, cette stabilité crée un apaisement inédit. Certains parents rapportent que leurs enfants ont commencé à planifier leur journée avec plus de précision, signe d'un environnement qui se remet en ordre. Pour ceux dont les journées dépendent d'une mobilité fiable, les nouveaux bus ne représentent pas seulement une solution logistique. Ils sont devenus un instrument de respiration. Le temps récupéré chaque semaine se convertit en repos, en études ou en présence familiale. Ce rééquilibrage subtil mais profond redéfinit la relation au travail. À mesure que ces expériences s'additionnent, une idée s'impose. La souveraineté prend forme lorsque les individus sentent que leur vie quotidienne s'améliore réellement. Et c'est précisément cette perception qui confère du poids au choix défendu par Ibrahim Traoré. Pour que le modèle conserve sa cohérence dans les prochaines années, il doit s'appuyer
sur une architecture d'action claire, pensée pour résister à la fois aux contraintes budgétaires, aux aléas sécuritaires et aux exigences d'un réseau en pleine maturité. La stratégie ne peut plus se limiter au déploiement initial. Elle doit devenir un système reproductible piloté par des méthodes stables. C'est là que les orientations impulsées par Ibrahim Traoré prennent une dimension technique et non plus seulement politique. L'objectif est de garantir un temps d'immobilisation minimal. Chaque dépôt doit fonctionner avec un planning strict, des inspections préventives quotidiennes et une base de pièces critiques disponible en permanence. La standardisation réduit la dépendance extérieure et stabilise les coûts. La première vague de techniciens a permis la mise en service du réseau, mais elle doit être suivie d'une seconde, plus spécialisée, axée sur l'électricité, la mécanique fine et la gestion de flotte. Cette montée en compétences crée un socle industriel durable. Les retours utilisateurs sont devenus une ressource stratégique. En systématisant les enquêtes locales et en adaptant les lignes selon ces données, le réseau gagne en précision et renforce son acceptation sociale. Ce fonds absorbe les variations liées aux matières premières et protège l'entretien du réseau. Chaque excédent opérationnel y est versé pour amortir les fluctuations futures. L'objectif n'est pas d'importer des financements extérieurs, mais de partager les protocoles d'assemblage, de maintenance et de gestion, afin de renforcer l'expertise locale et d'augmenter la marge d'autonomie à long terme. Ce parcours graduel forme une trajectoire capable de consolider l'élan initial et d'éviter que le modèle ne s'essouffle une fois l'effet de nouveauté dissipé. Dans les ateliers qui avaient repris vie au début du projet, l'odeur du métal chauffé et le bruit régulier des outils ont fini par devenir un symbole inattendu, celui d'un pays qui s'efforce de se reconstruire par ses propres mains. Ces mêmes lieux, autrefois silencieux, racontent maintenant l'histoire d'une population qui a choisi d'apprendre, de produire et de prendre part à une transformation qui la dépasse. C'est dans cette résonance, à la fois humble et collective, que se loge l'émotion profonde du modèle burkinabé. Pour beaucoup d'habitants, voir les bus circuler n'évoque plus seulement un progrès technique. C'est la preuve concrète qu'une décision politique audacieuse peut, lorsqu'elle est soutenue par un sens clair de la souveraineté, modifier la trajectoire d'un pays. Les choix d'Ibrahim Traoré prennent alors une couleur humaine, celle d'un dirigeant qui a misé sur la capacité de son peuple à agir plutôt qu'à attendre. Et c'est peut-être là que naît la leçon la plus intime. Une nation ne change pas seulement par des discours ou des plans, mais par les gestes répétés de ceux qui, jour après jour, transforment le possible en concret. Le parcours du Burkina Faso ouvre aujourd'hui un espace de réflexion rare, celui d'un pays qui tente de prouver qu'un financement entièrement interne peut changer durablement la vie de ses citoyens. À travers cette expérience, chacun peut interroger sa propre vision du développement, de la souveraineté et du rôle que jouent les décisions collectives dans l'avenir d'une nation. Raconter cette histoire, c'est ouvrir une conversation plutôt qu'imposer une conclusion. Les bus qui traversent Ouagadougou ne sont pas seulement des véhicules, ils sont devenus un point de départ pour comprendre comment un choix assumé peut réorienter un pays, même dans l'adversité. Si cette trajectoire soulève des questions en vous, sur les modèles économiques possibles, sur la capacité d'un peuple à transformer son quotidien, ou sur les chemins alternatifs que pourraient emprunter d'autres États africains, alors votre voix a sa place dans cet échange. Et vous, comment percevez-vous cette expérience burkinabé ? Quels éléments mériteraient d'être approfondis, adaptés ou discutés ?